Cette vue sur Damas a longtemps été interdite aux Syriens. Je vais sauter de joie. Quelques jours après le départ de Bachar al-Assad, ceux qui s'aventurent sur les hauteurs du mont Kassioun sont incrédules. C'est la première fois que je ressens ça. Je ne sais pas comment le dire. Il n'y a rien de mieux. Maintenant que le tyran est parti, on se sent libre dans notre pays. C'est ma première fois. C'est beau. C'était interdit pendant des années. On ne pouvait pas venir ici. Et nous, les jeunes, ils nous recherchaient pour faire le service militaire, pour aller se battre. Et donc, on ne sortait pas de chez nous. On ne voulait pas tuer d'autres Syriens. Comment tu te sens? Je sens la liberté, vraiment. Ça fait 14 ans que je ne suis pas venu sur le mont Kassioun. La dernière fois, j'avais 5, peut-être 6 ans. Dieu merci, nous sommes libres. Nous sommes libres d'aller où on veut. Tout est beau. On est à Damas. On en rêvait, c'est Damas. On en était privés. Ces Syriens n'ont pas un regard pour le palais présidentiel au pied du mont Kassioun. Le 8 décembre, il était vide. Damas s'est réveillé en apprenant la fuite du dictateur et la débandade de son armée face à l'offensive d'une coalition de forces rebelles. En 2024, la bataille de Damas n'a pas eu lieu. Ou peut-être a-t-elle enfin pris fin, cette bataille contre la dictature, commencée en 2011. De ce côté-là du mont Kassioun, on ne voit rien des destructions qui s'étalent sur des kilomètres à l'est de la capitale syrienne. La banlieue est, la Ghouta orientale est dévastée. Des quartiers ont été rasés, parfois des villes entières. Kaboun, Jobar, Zamalka et d'autres encore. La Ghouta orientale était un bastion du soulèvement populaire, puis la ligne de front la plus avancée sur Damas. Assiégée, bombardée, gazée, jusqu'en 2018 quand les forces rebelles ont rendu les armes. En 2013, plus d'1 millier de personnes ont été tuées dans cette banlieue de Damas par une attaque du régime au gaz sarin. En toute impunité, la dictature Assad a commis ici d'autres massacres, à l'arme chimique aussi. Quelques jours plus tôt, ces lieux étaient complètement inaccessibles, interdits. Désormais, il n'y a plus d'armée du régime, ni de soldats russes dans la Ghouta. À Douma, les habitants voient enfin leur ville en couleur. De jeunes gens se sont accaparés les murs du rond-point, là où se sont tenues les premières manifestations en 2011. La plupart ici n'étaient alors que des enfants. On peint le nom de notre ville, avec la paix et l'amour qui sont enfin dans notre ville. Dieu soit loué. Notre ville, c'est Douma, dans la banlieue de Damas. J'aime bien cette phrase. Et toi? À 36 ans, Ranin Saour est la doyenne du groupe. Elle a créé cette association de bénévoles il y a 1 an et demi. Sans moyens, sinon ses convictions et la générosité des proches, au risque d'être arrêtés. Il leur fallait alors rester secrets et taire leurs idées interdites, vivre dans une Syrie sans guerre, sans dictature. C'est une initiative des membres de notre équipe, Lego, pour dessiner quelque chose qui renvoie à notre vision. On veut construire une société qui croit en la paix. C'est ce que nous voulions avant la victoire. Et on va faire en sorte que ça existe. Tu peux y aller. On peint un puzzle pour montrer que nous, les gens, on est toutes les pièces d'un puzzle. Main dans la main.
Allez, allez. Tous ici ont passé les 13 dernières années dans un pays en guerre. Et chacun porte en soi une histoire tragique, dont les sourires et les visages heureux ne disent rien. Merci mon Dieu, Douma n'a pas été effacée de la carte, comme d'autres villes. On a continué. Nos vies ne se sont jamais arrêtées. Même quand mon mari est mort, je n'ai pas arrêté de travailler. Ça s'est passé une semaine avant que le régime n'entre, peut-être une dizaine de jours avant. C'était le 18 mars 2018. Ce jour-là, les bombardements étaient intenses sur le quartier. Il a insisté, « Tu ne vas pas descendre sans boire un café ». Il a versé le café, me l'a donné, et il y a eu la frappe. J'étais juste entrée dans le couloir. Il était derrière moi. Il y avait moins d'1 mètre entre nous. Moi, j'ai eu le sentiment qu'on m'attrapait par les cheveux et qu'on me jetait contre le mur. Je n'ai pas perdu connaissance. Une seconde après, je me suis relevée. Mais je n'arrivais pas à respirer à cause de la poussière. Je pensais qu'il se relèverait, comme moi. Je n'avais pas saisi l'ampleur de la frappe. C'était mon plus grand soutien. Il y a de la solitude maintenant. C'est dur, la solitude, de poursuivre son chemin. Mais c'est pour lui que je continue. Comme Ranin Saour, ces hommes sont des survivants du siège. Non seulement des bombardements, mais aussi d'une attaque à l'arme chimique. En 2018, un soir de printemps mortel, leurs familles ont été décimées. Le samedi soir à 19h05, le 7 avril 2018, j'ai perdu toute ma famille. Et aussi la famille de mon voisin, la femme d'Abou Mouad, la femme de Khaled et la femme d'Abou Salim. La femme de mon fils était enceinte. Elle était enceinte de 7 mois. Les médias et les officiers russes sont venus, la presse se tenait là, ils nous disaient ce qu'il fallait, qu'il n'y avait pas eu d'attaque chimique ou quoi que ce soit du genre. Dieu soit loué. On a entendu un bruit d'en haut, comme le bruit de l'eau. Whoosh. On était dans la cave et on a senti quelque chose. On a réalisé que c'était chimique. On est sorti et on a vu de la fumée jaune. Le missile est tombé sur le toit. J'ai marché quelques pas et j'ai perdu connaissance. J'étais 3 jours sous oxygène. J'ai été dans le coma pendant 3 jours. Ce n'était pas le bruit d'une explosion, c'était le bruit de l'air. Moi, j'étais sur la ligne de front. J'étais un combattant. La nuit était en train de tomber. C'était l'heure de la prière et tout le monde priait quand l'attaque chimique s'est passée. Il y a eu de la poussière jaune. Je la voyais avec les jumelles. Je me suis rendu compte que ça se passait chez moi. Il y avait des avions plein le ciel qui bombardaient. Nous, on était sur la montagne. La route était bombardée. On ne pouvait pas traverser. Ils ne nous visaient pas nous. Ils visaient ici, seulement les civils. Il était 4 heures du matin quand je suis arrivé ici. Et il y avait beaucoup de corps. Il était 4 heures. Il y avait des corps ici, par terre. J'ai vu la mousse blanche quand je me suis approché. Ils avaient de la mousse blanche à la bouche. Les gens s'étaient préparés en cas d'attaque chimique. Ils avaient de l'eau et du vinaigre. Mais ça n'a pas suffi à les protéger. Ça n'a pas suffi. Chez nous ici, il y avait 42 corps à l'intérieur et d'autres dans la rue. Tout le monde était venu s'abriter à la cave. J'ai sorti 42 corps. Je les ai tous comptés. J'ai perdu toute ma famille, mon frère, sa femme et leurs enfants, 7 personnes. Ratid, Insaf, Haïsam, Adil, Mohammad, Rahav, Jouri. Le survivant tient à nommer tous ses proches tués. Il a aussi perdu sa femme et ses 4 enfants. 2 jours après l'attaque, les combattants de Douma ont déposé les armes. Et le régime a nié le massacre.
Quand le régime est arrivé, ils ont déterré les cadavres. Ils n'ont rien laissé, même pas la terre. Ils ont même emporté la terre pour ne laisser aucune trace. Moi, ils m'ont arrêté, torturé. Ils m'ont arraché les dents. Il fallait dire que ce n'était que de la fumée. Je suis déjà mort, je n'ai plus personne, plus d'espoir dans la vie, je leur disais. Je suis mort, tuez-moi, faites ce que vous voulez. Dis que c'était seulement de la fumée et tout ira bien pour toi, il me répétait. Dis que ce sont les terroristes qui ont déclenché le feu et tué les gens. On ne pouvait rien dire sous le régime. Dieu soit loué, il nous rendra justice dans l'au-delà. Merci mon Dieu. Ça ne sert plus à rien. Ce qui n'est plus là n'est plus là. Ceux qui ont attaqué se sont enfuis. Qui va les tenir pour responsables? En plus des attaques chimiques, il y a eu beaucoup de massacres et personne n'a été tenu pour responsable. Le monde entier l'a bien vu. Il n'y a pas que les attaques chimiques. Allahu Akbar, Madinat Douma. Allahu Akbar. استشهدوا جراء قصف الغازات السامي. الله أكبر. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الأطفال الغزة والنساء هذول اللي بيحاربوا بشار الأسد بالكيماوي. هذول اللي بيحاربوا يقتلوا بالكيماوي. يا بشار الكيف هي العالم يقتلوا الأطفال والنساء. هذول شو ذنبهم؟ Il est prouvé que cette attaque au chlore a été commise par le régime syrien. Pour l'Occident, les armes chimiques étaient soi-disant une ligne rouge. Le régime Assad l'a franchie dès 2012, plus de 300 fois, en toute impunité. Seule l'attaque à Douma en 2018 a déclenché des représailles occidentales contre des cibles militaires du régime syrien. Pour les habitants, cela n'a rien changé. Le 10 avril, 2 jours après l'attaque au chlore, des bombes au phosphore tombaient sur Douma. Quand ça bombardait, les gens s'entassaient comme ça les uns à côté des autres. Ils n'avaient nulle part où aller. Leur maison était détruite. Dès 2012, l'hôpital de Douma est devenu souterrain, relié au reste de la ville par ces tunnels, construits pour permettre aux ambulances de circuler. Ce chirurgien connaît bien les lieux. Il opérait ici, sous terre, pendant les années de siège. Puis les tunnels ont été murés par le régime et les salles d'opération pillées. Cet endroit était inaccessible, interdit depuis 2018. Voilà les salles d'opération. Ici et ici. C'est ici qu'on opérait. Les patients se répartissaient selon les spécialisations dans les différentes salles. Sincèrement, on a vu tellement de choses, tellement de scènes inoubliables. C'est très marquant. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de patients qui arrivaient. Et je regardais ces blessés dans les yeux. Chacun perdait du sang et avait besoin d'être opéré en urgence. Je n'arrivais pas à choisir lequel soigner en premier. Chaque patient était un cas urgent. J'en choisissais un au hasard et je devais laisser les autres dans leur sang, dans leur souffrance. Mon sentiment, ce lieu a été le témoin des sacrifices qu'ont fait les citoyens de cette ville pour tenir tête au régime Assad et s'en protéger. Ce bâtiment détruit est une icône de la résilience, une icône de tous les sacrifices. Ces mots,
Le médecin a dû attendre la fin de la dictature le 8 décembre dernier pour les prononcer. Comme les tunnels, la vérité a été emmurée. Le personnel médical a été contraint de nier publiquement les bombardements sur l'hôpital et les attaques chimiques sur Douma. Pour la première fois aussi, l'association de Ranin Saour se réunit dans un lieu public. Et elle n'a eu à demander la permission à aucune autorité. Tout aussi librement, des contacts ont été pris sur les réseaux sociaux avec une association du nord de la Syrie en visite à Damas. Allez, d'accord. On y va? On a été déplacés dans le nord de la Syrie. On faisait partie du premier convoi, celui des blessés. Les autres ont suivi. Je m'appelle Hassan Al-Othman, d'Al-Bab, au nord d'Alep. On habite tous les deux la même ville. Moi, je m'appelle Barak Alam. J'étudie la physique et je vais bientôt être diplômé. Sari Saour, la sœur du chef. On a créé l'association il y a environ 1 an et demi. On a monté plusieurs initiatives pour différentes parties de la société. On ne s'est pas limité aux enfants, aux jeunes ou aux adultes. Ça dépend de nos ressources. On se base sur les compétences des gens disponibles. On aimerait faire plus, mais honnêtement, le financement est un problème. Parfois, on a de bons contacts, mais demander de l'argent à quelqu'un pour l'association, c'était prendre le risque d'être arrêté. Donc on a fait avec ce qu'on avait. Moi, je dirige l'association étudiante à l'université d'Al-Rai. Les deux jeunes hommes se présentent comme une association culturelle et sportive. Ils ne cachent rien de leurs activités religieuses, ni de leur proximité avec IEE, l'agence humanitaire du gouvernement turc. Dans le nord du pays, l'influence de la Turquie est omniprésente. À Damas, elle était jusque-là passée sous silence. Il faut vite aider ceux qui en ont besoin. Oui, que Dieu soit avec vous. Merci à vous. À bientôt. Encore 15 jours plus tôt, cette rencontre n'aurait jamais pu avoir lieu. S'il y a des partis politiques, moi je ne sais pas quel parti chacun de vous va rejoindre. On a chacun ses propres perspectives politiques sur ce nouveau pays. Il y aura beaucoup de partis. C'est la démocratie, où il y aura peut-être des indépendants, comme au Parlement ou à la présidence. Personnellement, moi je suivrai le parti des frères musulmans ou les salafistes. Mais peut-être que quelqu'un va rejoindre le parti des travailleurs et un autre le parti de l'Union socialiste. Ou même le parti Baas, s'ils sont autorisés à former un parti. Je ne suis pas sûr que ce sera permis. Si on s'inscrivait à l'université, on était obligé de devenir membre du parti au pouvoir, le parti Baas. Affirmer publiquement sa préférence pour des partis islamistes, ses propos auraient valu la prison, la mort sous le régime Assad. Ces prises de parole sont inédites, mais ici la liberté a avant tout un goût d'indépendance. On veut faire quelque chose à Douma qui nous ressemble. Notre loyauté ne sera jamais pour des idées extérieures, pas question. En ce qui me concerne, il y a toujours de la peur. Un peu. La peur que les gens du régime réapparaissent et se mettent à cibler ceux qui ont parlé à voix haute. Il y a encore un peu de peur. Je ne peux pas le nier. Mais ça n'a rien à voir avec la peur d'avant. La peur d'être arrêté. Sur Facebook et les réseaux sociaux, il y a des publications qui disent que les mêmes gens qui faisaient autrefois l'éloge des bombes à barils, qui disaient « allez-y, bombardez-les, écrasez-les, ils le méritent ». Maintenant, ces gens-là exigent de nouveaux droits et réclament la liberté pour les femmes. Ils font peur aux gens. Pour nous, l'islam n'est pas une phobie. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur. Ils veulent mettre dans la tête des gens l'idée que le hijab va être obligatoire pour les femmes non voilées. Mais personne ne va imposer le hijab à quiconque. Personne ne va empêcher quiconque d'être libre. Ce sont ces gens qui mettent de la discorde.
Les talibans, l'organisation État islamique et même Jabhat al-Nusra, ils ne représentent pas le vrai islam. Même les musulmans les rejettent. Ils ne représentent personne, sinon eux-mêmes. Je ne pense pas que l'islam empêche les femmes de remplir leurs fonctions, à la maison ou à l'étranger. Moi, je pense qu'une femme, avec son cerveau, avec son attention aux détails, avec son intelligence donc, elle est capable de diriger toute la société depuis un fauteuil. Et diriger une société, c'est mieux que de diriger 100 lignes de front ou de conduire des camions militaires. Ce que j'attends du nouveau gouvernement, c'est d'inclure toutes les confessions de manière civilisée, sans discrimination religieuse ou de personne, sans glorifier quiconque. C'est ce qu'on espère vivre. Et qu'on accepte de ne pas être d'accord, sans caricature ni sectarisme. Voilà ce que j'espère. L'un des nombreux défis du gouvernement de transition en Syrie, c'est la dissolution des factions au sein de sa coalition de rebelles. À Douma, l'armée de l'islam a contrôlé la ville pendant les années de siège. Ici et ailleurs, ce groupe armé est accusé de crimes de guerre, de kidnapping et d'extorsion. En 2018, les combattants ont été déportés avec leurs familles dans le nord de la Syrie. Depuis le 8 décembre, ils sont de retour en ville et ne sont pas prêts à désarmer. Si toutes les factions rendaient leurs armes dans la phase actuelle et qu'ensuite les gens étaient exposés à un danger, que ce soit l'État islamique ou les FDS, qui protégerait la population si on n'a pas d'armes? Même si certains ici l'assurent, ils ont hâte de retrouver une vie normale après tant d'années de guerre et d'exil. Leur présence ne gâche pas la joie de la victoire. C'est le deuxième vendredi de la liberté. C'est une journée comme aucune autre à Damas. Les rires des gens font toute la différence. Ils se baladent, ils sont à l'aise maintenant. Ils n'ont pas peur. Je peux dire tout ce qui se passe dans mon cerveau, sans peur. C'est fini les murs avec les oreilles. Tu sais ce que c'est? Le plus gros changement, on peut exprimer ce qu'on a à l'intérieur. C'est le plus important. On peut tout dire. On n'a jamais imaginé que ça pourrait être comme ça et qu'on chanterait dans le bus. Cet hymne à la patrie bien-aimée et révolutionnaire, les manifestants l'ont chanté dès 2011 dans la ville de Homs. Aujourd'hui, le refrain interdit résonne au cœur de Damas. Son auteur, Abdel Basset al-Sarout, tué en 2019, est devenu une icône de la révolution. C'est mieux qu'un mariage. Ce jour est plus beau que 100 mariages. On peut y aller? Je me sens en sécurité parce que ce sont nos parents, nos frères et nos enfants. C'est notre famille. Un combattant, c'est mon frère, mon père, mon ami, mon cousin. Ce ne sont pas des étrangers. Ils sont d'ici. Ces hommes sur le toit d'un camion, ce sont les casques blancs. Ceux qui, au péril de leur vie,
ont secouru pendant des années les victimes des avions du régime et de l'armée russe, dans les ruines des immeubles bombardés. Aujourd'hui, rien n'est oublié. Mais ce vendredi 2 décembre 2024, à Damas, sur la grande place des Omeyyades, les Syriens célèbrent leur victoire sur la dictature Assad et cette liberté insensée et très cher payée, impensable il y a encore si peu de temps.